À plus, à plus, à plus, à plus. Pharmavance, chaîne de pharmacie et parapharmacie française en Israël, vous présente Bienvenue chez vous. Bonsoir à tous, bienvenue dans Bienvenue chez vous, une émission exceptionnelle avec des rubriques, de l'info. Le docteur Larare qui est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Ça va, Olivia? Générique. Bonsoir, vous êtes bienvenus chez vous sur A+, la chaîne des francophones d'Israël. Nous sommes ici, toujours dans ce beau Cinéma City de Natania. Merci d'être présents devant cette émission. Je sais que vous êtes nombreux à attendre chaque semaine de retrouver vos sympathiques chroniqueurs. Ils sont là autour de moi, ils vont vous informer sans prétention et en espérant que ça va vous faciliter peut-être la vie en Israël. N'hésitez pas à nous laisser des questions, des remarques sur notre page Facebook. On a le plaisir de vous retrouver, Judith Mergui. Bonsoir. Bonsoir, tout va bien? Mais super en forme, surtout que, comme vous le disiez, les téléspectateurs ont réagi sur la chronique des erreurs en hébreu. Et alors j'ai noté celle d'une certaine Marlène qui nous a partagé son erreur. Elle est arrivée à l'aéroport de Tel Aviv en disant « Yesh li rak ktsatzot ». Elle voulait dire qu'elle avait juste apporté des boulettes « Yesh li rak ktsitzot ». Et bien entendu, elle s'est fait arrêter par la sécurité israélienne. Donc on l'embrasse. Merci à Marlène d'avoir partagé cette anecdote. Sur le hashtag, rappelez-nous le hashtag. C'était le hashtag Ivrit la galère. Donc vous pouvez continuer, n'hésitez pas. On ne va pas s'arrêter là-dessus. Laetitia Dana, bonsoir. Bonsoir. Notre avocate nous expliquera justement et plus sérieusement comment acheter en Israël des appartements, des maisons. Ça sera tout à l'heure. Docteur Larare, bonsoir. Bonsoir. Vous aviez envie de nous parler de l'armée en Israël et surtout comment s'y préparer psychologiquement pour les ados, mais aussi évidemment pour les parents d'Olim français. On se voit donc tout à l'heure. Olivia, ça va? Très bien. Vous allez bien? J'ai pas l'air. On va faire le point. Si, vous êtes très Ah bien. bon. Très bien, très en beauté d'ailleurs. Merci. C'est très bien. Vous allez nous faire un point sur évidemment la culture, ce qu'il ne faut pas rater. Et tout à l'heure dans l'émission, on retrouvera Niv Hadi qui va nous expliquer tout sur la télévision israélienne. Alors comment ça marche, comment ça fonctionne. C'est un peu complexe, mais il va essayer d'être clair. Et puis Maxime Pérez, lui, nous parlera de la fin des options binaires en Israël, un défi pour l'emploi des Olim. Puis ensuite, il dévoilera la loi dite française à la Knesset qui concerne l'immunité judiciaire du Premier ministre israélien. On va essayer de tout comprendre, ne vous inquiétez pas, on va être le plus clair possible. Voilà, c'est le programme de Bienvenue chez vous. Mergui, je peux vous poser une question? Est-ce que vous auriez envie d'acheter un appartement à Tel Aviv? Ah bah oui, mais parce que vous croyez que c'est simple, vous, d'acheter un appartement à Tel Oui, Aviv? oui. Il y a des gens ici qui ont déjà essayé d'acheter un appartement en Israël? Oui. Ouais. Et alors, il y a des gens qui ont fini par recevoir un jour les clés? Non, parce que c'est quand même deux choses bien différentes. En même temps, ça se voit tout de suite, ceux qui ont déjà essayé. Eczéma partout, ils ont perdu la moitié de leurs cheveux, ils sont sous antidépresseurs. On les grille tout de suite, quoi. Pourquoi c'est vraiment une épopée d'acheter un bien, un appart ici? Ah non, mais attends, mais Game of Thrones, à côté, c'est un conte de fées chassidique. Alors après Ulysse et l'Odyssée, voici Maurice et son chantier. Donc moi, j'ai essayé, tu vois. Donc je me suis d'abord rendue chez le promoteur israélien. Alors lui, c'est le charmant commerçant israélien, poli, dévoué, sympathique. Ma trotza, alors oui, c'est normal, tu vois, le mec s'apprête à te dépouiller de toutes tes économies, mais il n'a pas le temps pour toi, voilà. Et puis finalement, il va quand même entendre ton accent de française, et là, tu vas avoir le droit... Ah, צרפתייה, מה פתאום, j'ai le temps, bêtard, j'ai le temps. Il vous a proposé un produit? Ah bah oui, un 5 pièces sur 44 mètres carrés de surface. Ah ouais. C'est un produit spécial Tel Aviv, si tu veux. Donc, et alors encore 44 mètres carrés, c'est un petit peu du foutage de... parce qu'en réalité, ici, il t'inclut aussi l'épaisseur des murs, mais alors les portes, les parties communes, le jardin d'en bas, la moitié de l'appartement d'à côté, tu te retrouves avec rien du tout. En fait, ici, c'est pas la loi Carrez, tu vois. Ici, c'est la loi... Il n'y a pas de loi. Voilà. Il était sérieux? Mais oui, il était très sérieux, il était même très fier. Il était là, la première chambre à coucher, qu'elle fait 5,5 mètres carrés.
La 12e chambre à coucher qu'elle fait 6 mètres carrés. Et alors attention, la master bedroom qu'elle fait 7 mètres carrés. Attends. Et donc je lui ai dit, mais monsieur, mais ça c'est pas possible, ça peut pas être une chambre à coucher puisqu'il n'y a pas de fenêtre. Le mec me répond, Asma, de toute façon il y a trop le soleil en Israël. Et en plus c'est le mamad, alors comme ça les bombes elles viendront moins t'emmerder à toi. Tu devrais payer plus cher que je t'ai fait l'appartement sécurisé. Bon, alors ce que j'ai préféré c'est quand même quand il m'a annoncé le prix de l'espèce de terrier là. 12 millions de shekels, mais c'est pas l'immeuble que je veux acheter, c'était juste l'appart qui m'intéressait. Sauf que le mec ne bouge pas son prix d'un shekel. Et alors en plus de ça, il va même t'achever. 12 millions, j'ai dit, hein, plus 5% pour les frais de ton avocat. Plus 5% pour les frais de mon avocat, que tu sais pas pourquoi c'est toi qui dois payer mon avocat, moi non plus, mais c'est comme ça. Plus 5% pour les frais de l'agent, qu'il n'y avait pas l'agent, mais il y aurait pas avoir un agent, alors tu payes quand même. Plus 5% pour les frais de la notarienne, que tu le payes pour qu'il te fait couler de la cire de la bougie rouge de Hanouka sur un papier. Plus 6 000 shekels. Mais ils sont complètement malades, non mais sans déconner. Alors c'est pas possible, attends. Et alors le pire de tout, je crois que tu te mets à chialer devant lui, mais c'est quand tu reçois les clés que tu pleures encore plus. Parce que quand tu découvres ton appart, avec une cuisine penchée à 30 degrés, du parquet rose posé au plafond et des carrelages violets dans tes salles de bain, tu y retournes très vite là chez les promoteurs. Moi, j'y suis retournée, alors j'avais fait écouter. Écoute-moi bien là, Bibi, Kobe, Doudou et tous vos autres prénoms de bisounours là. Hein. Ok, moi je suis peut-être française, mais il n'y a pas écrit pigeon ici. Ah bon, si, il y a écrit pigeon? Ah d'accord, donc messieurs, dames, vous l'aurez compris, hein, en Israël, tu raques. D'où l'expression Rakbé Israël. Merci Judith. C'est vrai. Merci. C'est un peu vrai quand Non, même. mais je suis pas du tout d'accord. Non, Ah bah oui, ça, mais là, c'est de la mauvaise foi. c'est drôle, mais C'est c'est de un la scandale. mauvaise foi des avocats. Je ne prends pas 5%, Il y a- j'ai jamais entendu ça, je crie au vol. Est-ce qu'il y a du vrai dans tout ça quand même? Bien sûr qu'il y a du vrai, il y a surtout du vécu, j'ai Voilà, l'impression. c'est ça, Il y a- c'est ça, il y a c'est ça. vraiment du vécu. Bon alors Laetitia, on va être sérieux. Bah oui, essayer. on remet La un semaine peu de dernière, justice dans tout vous ça. nous parliez d'immobilier, bon alors du prix du marché, où acheter, vous avez donné de bons conseils. Et maintenant qu'on sait où faire des affaires, une fois qu'on a trouvé notre bien, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi l'étape suivante? Lever son téléphone, m'appeler et à ce moment-là, on commence la procédure. Non, blague à part, quand on veut acheter en Israël, la première chose à savoir, c'est qu'il n'y a pas de notaire comme on a l'habitude en France. Ouais. C'est l'avocat qui remplit la fonction de notaire. Donc il n'y a pas le choix, c'est une obligation, même si on est très doué en hébreu comme Judith, on est obligé de faire un contrat devant un avocat. D'ailleurs, pour rebondir sur ce que tu as dit Judith, effectivement, très souvent le Kablan, quand vous achetez en programme neuf, vous conseille de prendre son avocat. Limite même, il vous l'impose. C'est vraiment pas quelque chose de conseillé pour la bonne et simple raison qu'il n'y a pas d'impartialité et que vos intérêts ne seront pas mis en avant dans la négociation contractuelle. Quand vous achetez un appartement, forcément, même si vous achetez l'immeuble entier, vous allez devoir remplir un contrat. Et pour ça, vous allez devoir faire appel au service d'un avocat, de préférence qui manie la langue de Shakespeare ou de Bibi Netanyahou, mais les qui deux manie langues, en les fait. deux Il faut langues. mieux un bilingue. Oui, hein, pour pouvoir vous expliquer ce à quoi vous vous engagez. Parce que très souvent, ce n'est pas le simple fait de contracter qui va vous faire devenir propriétaire. Il y a toute une procédure derrière qui convient de suivre de manière assez scrupuleuse. Quels sont les dangers quand on achète? Eh bien, encore une fois, pour rebondir sur ce sketch qui est très faux mais très drôle, il n'y a effectivement pas de loi Carrez en Israël, donc on n'achète pas un métrage. J'ai beaucoup de clients qui viennent me voir et qui me disent « Attendez, mais on m'a dit que c'était 150 mètres carrés et je me retrouve à la fin avec 118 ». Alors, c'est pas faux. L'épaisseur des murs, c'était valable avant. Aujourd'hui, il y a une nouvelle loi qui est passée depuis maintenant un an. On ne peut plus compter l'épaisseur des murs dans la superficie qui est annoncée à la vente. Néanmoins, un agent immobilier ne vous vend pas un prix au mètre carré. Vous achetez un bien, vous l'achetez en l'état, c'est stipulé au contrat, que vous l'avez vu, et que c'est bien le bien pour lequel vous voulez vous porter acquéreur. Autre petit point sur lequel il faut vraiment insister, contrairement à la France, il n'y a pas de promesse d'achat. Je m'explique. En France, vous signez un contrat si vous signez une promesse d'achat et vous avez, pendant ce délai de promesse, la possibilité de vous rétracter si, par exemple, vous n'arrivez pas à obtenir de financement. Vous vous rétractez, la promesse est annulée, il n'y a pas de conséquences pécuniaires derrière. Sauf qu'en Israël, la promesse n'existant pas, quand vous signez, même un contrat de réservation, c'est l'équivalent d'un contrat. Et dès que vous signez un contrat, quand bien même vous n'obtenez pas le financement, ce n'est pas une clause qui vous permet de vous rétracter. Donc il est impératif de bien comprendre ça, puisque les Français qui sont des pigeons, et ils ont tendance à croire qu'en signant un formulaire de réservation, s'ils n'ont pas le financement, s'ils ne débloquent pas les fonds, c'est sans conséquence.
Et alors, une fois que j'ai acheté le bien, il rentre dans mon patrimoine, je peux le céder? Alors, quand vous achetez le bien est enregistré auprès de l'autorité d'État qui s'appelle le cadastre, le TABO. Vous avez donc une procédure selon que vous achetez neuf. Donc, comme disait Judith, vous le récupérez dans 4 ans, votre bien. Il faut quand même savoir qu'au jour où vous signez, si Dieu veut, Inch'Allah, vous récupérez le bien et à ce moment-là, vous avez une préinscription cadastrale, bien que vous n'ayez pas encore obtenu les clés. Une fois que les clés sont obtenues, vous avez une inscription définitive. Quand vous achetez un bien d'occasion, l'inscription se fait concomitamment au paiement. Mais à la grande différence de la France, on peut acheter un bien, le signer le 1er janvier et échelonner ses paiements pendant 7 mois et donc récupérer les clés dans 7 mois. C'est très atypique comme façon de voir, mais ça aide à obtenir le financement, ça aide à ce que les propriétaires puissent se retourner à leur manière. Alors, quels sont les frais annexes à l'acquisition d'un bien? Les 5% d'agents, les 5% d'avocats. Non, les frais annexes, alors les frais les plus conséquents sont avant tout la taxe d'acquisition. Ouais. Chaque acquisition va donner lieu à une taxe qui est différente selon la situation de l'acquéreur. Par exemple, si c'est primo-accédant résident israélien, j'entends bien résident israélien et non pas titulaire de la Théoudat Zéhout, si vous résidez en Israël, vous avez pour la première accession une taxe d'acquisition qui est nettement atténuée. Si ce n'est pas une première acquisition ou si vous ne remplissez pas le critère de résident israélien, vous passez à une taxe à 8%. Donc ça, c'est vraiment la chose à provisionner en premier lieu. Ensuite, vous avez effectivement les frais d'avocat qui sont des frais qui correspondent à des frais de notaire français plus ou moins. Vous avez, quand il y a un agent immobilier, il n'est pas toujours obligé d'avoir un agent immobilier, les frais d'agent. Et vous avez accessoirement à peu près 1000 shekels de frais annexes pour les inscriptions cadastrales qui équivaut à peu près aux timbres fiscaux français. D'accord. Mais donc en fait, c'est aussi simple d'acheter un appartement ici qu'en France, c'est pareil? Le formalisme en lui-même n'est pas complexe puisque les contrats sont très lisibles. La liberté contractuelle, c'est vraiment elle qui gouverne la relation contractuelle. 82 pages de hiéroglyphes hyper lisibles, quoi. De droite à gauche. De droite à gauche. Donc si vous voulez, le formalisme n'est pas compliqué. Ce qui est beaucoup plus compliqué, c'est d'arriver à suivre, notamment quand on achète un programme neuf, le moment de la libération des fonds, les garanties bancaires qu'on reçoit derrière et surtout quand les programmes ne voient pas la naissance. Quand les programmes, vous les achetez à des prix de prévente très intéressants, ils n'ont pas encore obtenu les premières autorisations de construction, il faut avoir les nerfs solides pour savoir que 2 ans après, vous pouvez toujours avoir vos 7% immobilisés et toujours pas de début de construction. Donc si on n'est pas bien accompagné dès le début, on peut rentrer dans un parcours du combattant un peu complexe. Merci Laetitia Dana. Avec plaisir. Merci beaucoup. On enchaîne avec vous, docteur Lara, un sujet qui concerne... Je ne vais pas acheter, je crois. Vous ne l'avez pas acheté? Restez en location. Ce qui concerne donc les parents en Israël et bien sûr les francophones, comment se préparer mentalement à l'armée en Israël? Alors, tout le monde y pense évidemment lorsqu'on fait l'ALIA, peu importe l'âge de l'enfant, même s'il a 2 ans, on commence déjà à flipper en se disant c'est pour bientôt. Exactement. Et ce dont je me suis rendu compte en rencontrant notamment en consultation les familles, c'est que tout le monde y pense, que ça a été pour beaucoup un frein à l'ALIA jusqu'à un moment de décision, surtout pour ceux qui ont des grands garçons. Et après, il y a un refoulement, il y a une sorte de déni parce que c'est trop inquiétant et du coup, on verra ça plus tard. Et ce que je remarque aussi derrière, c'est que finalement, quand on arrive sur l'année de l'intégration, eh bien, les Olim français sont les moins bien renseignés. Et donc ça, c'est un véritable problème. Alors, il faut bien dire aux parents que pour que l'enfant se prépare bien à l'armée, il faut d'abord que ce soit eux qui se préparent bien. Parce qu'il ne faut pas rêver, nos ados vont rester des grands dadés passifs qui attendent, comme ils attendaient en France, qu'on fasse les choses pour eux et qu'on leur présente un truc pré-mâché. Donc, il faut qu'on aille à la pêche aux informations. Et puis, il faut comprendre que sur le plan psychologique, finalement, ça va assez nous détendre. Parce que c'est comme quand vous savez, on est dans le noir et puis on voit une forme qui va être inquiétante. On a l'impression comme ça dans le noir que c'est un monstre, on a peur, on se met sous la couverture, on ne veut pas allumer. Cette période où on n'allume pas, elle est atroce. Et à un moment donné, je prends mon courage à 2 mains, j'allume et je me rends compte que c'était un chapeau sur un nounours. D'accord ? Ce que je veux dire, c'est qu'évidemment, l'armée, ce n'est pas un chapeau sur un nounours, mais rester dans le noir, pour le psychisme, c'est ce qu'il y a de pire. Rester passif pour le psychisme, c'est ce qui génère le plus d'angoisse. Donc, il y a cette dimension-là. Il faut lever le refoulement quand on est parent et il faut aller... Le tabou. Oui, il faut aller à la pêche. Et alors, le tabou, il tient beaucoup à la culpabilité parentale. Oui. C'est-à-dire que nous, on n'a pas fait l'armée.
et on embarque nos enfants. Enfin, parlez pour vous, hein, moi je l'ai faite en France. Bravo. En France. Alors, ça va être plus simple pour quelqu'un Ah oui, comme j'avais vous. oublié que j'étais sur un plateau de grands jeunes. Alors, ça va être plus simple pour un papa comme vous de laisser aller vos fils à l'armée parce que vous avez payé ce tribut-là. Et donc, ça fait partie de l'histoire. Alors que pour Surtout que beaucoup j'étais de Français... policier, policier dans l'armée, vous vous rappelez, les PA, Ouais. là, les policiers auxiliaires. Donc ça, je vais montrer la photo, ça lui a fait plaisir. Mais alors, attendez, vous avez fait l'armée en France? En France. Ah oui, alors je retire ce que je viens de dire. C'est pas la même Ah chose. bah non, c'est comme aller bosser au McDo, quoi. Non, je parle de... Allez, tac. Je parle de faire Mais c'était dur, un en truc même sérieux, temps. l'armée en Israël. L'armée en Israël avec tous les dangers qu'on Ah oui, connaît. d'accord. Parce qu'on voit bien la différence d'approche des francophones vis-à-vis de l'armée avec une approche très anxieuse, parce qu'on n'a pas grandi là-dedans, parce que ce n'était pas dans le parcours imaginé, et l'approche des Israéliens et des familles même israéliennes qui n'aiment pas moins leurs enfants, loin de là, mais pour qui ça fait partie du parcours de vie. Donc chez nous, il y a une culpabilité parentale beaucoup plus grande. Et ça, il faut la discuter en famille, il faut aussi la verbaliser devant nos enfants. Oula, il y a plein de questions là, c'est super. Mais attendez, juste avant les questions, ça reste quand même, on s'aperçoit finalement, lorsqu'on voit comment ça se déroule, les jeunes, qui, à la fin, ils sont très motivés, ils ont 16-17 ans, ils sont très motivés, ils veulent y aller à l'armée. Alors, Mais ça en fait, dépend, on comprend ça. que c'est le lien social unique, obligatoire, c'est-à-dire que sans l'armée, ça va être compliqué la vie Oui, professionnelle. c'est plus compliqué. On voit bien, tous les Israéliens le disent, et je vois bien les jeunes après l'armée que j'ai en consultation, comme ceux qui ont fait un service entre guillemets constructif, où ils ont fait des choses valorisantes, où ils ont créé des liens avec les Israéliens, eh bien, se sont intégrés et sentent qu'ils ont gagné quelque chose. Alors que ceux qui ont un peu joué à côté sur des postes pas très valorisants, etc., eh bien, ils ont l'air encore un peu perdus. Olivia, Oui, à quel âge doit-on préparer les enfants? Alors, 2 ans et demi à peu près. Voilà, non, absolument pas, parce qu'on va être dans quelque chose d'anxiogène. Je pense qu'il faut copier les Israéliens. C'est-à-dire que l'armée, ça fait partie de la vie. On peut en parler, c'est pas un tabou. Mais par contre, préparer les enfants, eh ben, c'est 3 ans avant qu'ils commencent à en parler, parce que qui commencent à en parler sérieusement, parce qu'il faut vraiment s'informer, parce qu'il y a des tests bien avant, parce qu'il faut aussi réfléchir à ce qu'on veut faire, et qu'en fonction de ce qu'on veut faire, il y a des objectifs, des moyens à mettre en place. Mais donc, à l'adolescence. Mais c'est vrai que le rôle des parents, d'amener l'information aux adolescents me semble important. Parce qu'encore une fois, les Israéliens, eux, ils vont avoir des oncles, des tantes, des cousins qui ont fait l'armée. Bien sûr. Et donc, ils ont Ils 1000 sont repères, dedans. alors que les nôtres, ils n'ont pas du tout ces repères-là. Judith. Non, je voulais réagir sur la notion de culpabilité dans la famille française et recommander à nos téléspectateurs un film d'un jeune réalisateur franco-israélien, Jordan Boutboul, qui a fait ce film court-métrage Rachel et qui va parler justement d'une mère, de la culpabilité d'une mère française qui a poussé sa famille à faire l'Alia en lui demandant de partir pour un avenir meilleur, qui va perdre son fils à l'armée. Quelle culpabilité pour une mère qui a poussé à sa famille de quitter l'antisémitisme de France pour venir vivre en Israël et de ne pas voir son fils revenir. Et c'est un excellent film. Et je ne dis pas ça parce que j'ai joué C'est le dedans. pire film qu'on bien peut entendu. voir C'est pour dramatique. préparer le Et justement, service est-ce qu'il faut leur militaire. parler Non, mais du côté, est-ce qu'il c'est faut leur c'est parler le pire, en fait. Ce du qu'elle drame. raconte, ça peut être un film bien... Non, il ne faut pas Ou parler du danger, de drame. ou du De toute danger, ou façon, du danger. Mais ils sont au courant. Il faudrait être complètement idiot à 15 ans, 16 Ils ans, ont vu des films, 17 vous voulez ans. dire Comment ils allument la télé? Comment ils ne peuvent pas penser qu'en Israël, l'armée n'est pas dangereuse? Et donc, un film comme celui-là, bon, il peut faire penser, je ne l'ai pas vu. Là, mais en l'occurrence, c'est plus pour les parents. La discussion même dans le couple, un père et une mère qui doivent aborder ce sujet ensemble en tant que couple, cette décision. c'est compliqué. Je ne sais jamais quoi penser de ça, parce que finalement, c'est le pire. Et si on pense au pire, et si on prépare à ce point le pire, alors il n'y a aucun mouvement possible. On dit en psychanalyse que pour faire des grands mouvements dans la vie, il faut une certaine folie, une certaine inconscience, avec le jeu de mots de ce que c'est l'inconscient en psychanalyse. Et c'est vrai que si on a l'idée véritablement qu'on va perdre son enfant, alors je crois qu'aucun de nous ne serait venu. Donc il ne faut pas le dénier, mais il faut en parler. Après, moi-même, avant de venir, ça a été le grand dilemme, parce que j'ai un grand garçon, le grand dilemme, est-ce qu'on vient en Israël, sachant que mon grand garçon, parce que le petit, je me suis dit, bon, bah, il sera israélien, ça fera partie de son histoire. Mais pour le grand, quand même, c'était pas prévu dans son parcours. Et j'ai rencontré beaucoup de gens de l'armée, etc. Et puis, il y a
un type du ministère qui m'a dit, tu sais, en Israël, pendant la guerre, il y a eu plus de morts sur les routes de moins de 25 ans que de jeunes appelés. Alors, si tu veux pas faire l'ALIA parce que tu veux pas que ton fils aille à l'armée, alors ne lui achète pas de voiture. Merci, docteur Larare. On va passer à toute autre chose avec vous, Nivadi. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez la responsabilité ce soir de nous faire comprendre comment ça fonctionne, la télévision israélienne, parce que c'est vraiment compliqué. C'est un peu comme si, ça pourrait être un sketch, je crois. C'est comme si TF1 et France 2 se partageaient des jours de diffusion sur le même canal, etc. Keshet, Reshet. Aujourd'hui, ça change encore. Il s'appelle plus pareil. C'est le 13, le 12, je sais plus quoi. Tu es censé vouloir te détendre quand tu allumes ta télé, normalement pas. Tu vois, on va essayer de décrypter un code. C'est vrai que si on parle de réalité, etc., reality show, c'est les télés aujourd'hui, les chaînes de télé. C'est eux-mêmes un reality show, quoi. Qu'est-ce qui se passe Exactement. alors? Racontez-nous. Je vais essayer. C'est très compliqué, on ne va pas tout faire, d'accord, mais on va faire un peu. Donc, un peu d'historique d'abord. Oui. Pendant quelques dizaines d'années, c'était une chaîne publique, la chaîne numéro 1. Pendant très longtemps, on connaît ceux qui ont grandi ici, ont grandi sur les programmes de la première chaîne. L'ORTF, quoi, en France. Exactement. Puis, depuis 24 ans, la chaîne commerciale, donc la deuxième chaîne, Arutz 2, la deuxième chaîne a débuté avec trois compagnies. Elle est privée d'abord. Elle est privée, commerciale, avec 3 compagnies, puis 2 sont restées, Keshet et Reshet. D'accord. Et puis, dernière chose dans l'historique, la chaîne 10, Channel 10, est venue plus tard. Donc, il y a eu 2 chaînes commerciales et une publique, donc une chaîne divisée en 2. C'est très simple, non? Jusque-là. C'était bien et c'est plutôt logique sur une population de 8 millions d'habitants. Le problème, c'est que ces chaînes qui ont été divisées, cette chaîne qui a été divisée, il n'y avait pas vraiment de permis à long terme. Et aussi, chaque chaîne, chaque compagnie en fait, privée voulait vraiment tous les jours pour avoir de la pub, pour faire ce qu'il faut. Donc, enfin, depuis le 1er novembre, c'est la réforme. Donc, chacun a reçu sa chaîne. Donc, Keshet est parti sur le 12, Reshet sur le 13, Channel 10, qui s'appelle la chaîne 10, a dû bouger sur le 14, ce qui est très bizarre. Pourquoi? Parce qu'on voulait donner la même chance à tout le monde, le truc. Et la seule qui est restée avec un avantage, c'est la chaîne publique qui est restée sur le 11, comme toujours, depuis des années, etc. Donc, ça, c'est pour les numéros, les chiffres. Maintenant, le problème, c'est que le gâteau en Israël, il est petit. Tout le pays, c'est comme une ville en Europe, une grande ville. Une région. Voilà. Une région. Les émissions coûtent la même chose. Donc, si on fait aujourd'hui une émission comme X Factor, ça coûte 1 million de shekels par émission. C'est la même chose comme en France. Je pense que ça coûte plus cher en France. Mais un peu plus cher. Maintenant, d'où est-ce qu'on amène l'argent, etc. C'est le gâteau, un gâteau, et il faut se départager. Alors, en fin de compte, ceux qui comprennent ce truc, on mise tous qu'une chaîne va disparaître dans les 2 prochaines années. En fait, c'est vraiment la réalité show et on va voir qui va disparaître. Est-ce que c'est Keshet, Reshet, la 10, la 10 est plus... On parle de la 10, mais la 10 a déjà survécu tellement de crises et d'obstacles, etc., que c'est devenu un peu la star de la survie. Et Keshet, qu'est-ce que ce serait l'équivalent en France? C'est les prods qui sont c'est des prods qui font une télévision. Les deux, c'est un peu TF1. C'est 2 TF1, Keshet et Reshet, qui font de la production, des grands formats, etc. Mais à qui ça appartient? Vous pouvez nous donner à qui ça appartient? Les partenaires, vous voulez dire? La chaîne 10, elle appartient il y a plein de partenaires dedans. C'est pas un milliardaire, non, pas du tout. Il y a plein de partenaires, ils se remplacent, etc. Donc, beaucoup d'argent. Maintenant, très difficile d'avoir du bénéfice dans tout ça, donc c'est très dangereux. C'est la grande bataille qui commence là. C'est la grande bataille. Alors comment est-ce qu'on fait quand même avec tout ça? Alors c'est le journal télévisé, ça c'est une autre affaire, c'est une vraie blague. Pourquoi? Parce que le journal télévisé, il amène 30% d'audimat. Il est aujourd'hui sur cette chaîne numéro 2 qui est partagée, donc il sera sur les 2 chaînes en parallèle, sur le 12 et sur le 13. Et si vous sortez ici dehors dans la rue, vous allez voir de la pub pour regarder demain le JT sur notre chaîne 12, mais ça sera sur le 13 aussi. Donc on va se battre ou voir la chaîne parce que c'est bon pour le format d'après le JT.
Ouais. Deuxième chose, c'est les grands formats, comme partout dans le monde. Alors X Factor, aujourd'hui en Israël, plus de séries en fait en anglais ou dans d'autres langues, donc tout est en hébreu complètement localisé, etc. Personne ne pense à faire autre chose que ça. Donc Reshet a les droits de Big Brother, Love Story, X Factor, The Amazing Grace, la course autour du monde qui coûte très cher, etc. Keshet, MasterChef, ils ont des formats à eux qu'ils vendent d'ailleurs dans le monde entier. Je crois, non Super Nanny. Super Nanny, aujourd'hui, ce n'est pas aujourd'hui à l'écran, mais ils ont les droits là-dessus. La prochaine star, c'est un peu l'autre The Voice, etc. Et ils sont en train de se battre autour de ça, donc des stars qui vont se passer. Et puis des nouveaux business, je dirais, je finirai avec ça, donc c'est-à-dire des sites. Donc Keshet était très intelligente, il a construit un gros site qui s'appelle Mako. Reshet a son site à lui. Donc on cherche un peu l'argent en dehors de l'écran, en VOD, en écran internet, etc. Très très difficile, le combat vient de commencer. Mais ils se partagent aussi des heures, des jours, enfin il y a quelque chose de très compliqué. Non, donc comme ça. maintenant il y a deux Ah, chaînes. c'est fini. Les seules choses qui sera commune, ce sera tout ce qui est programme d'actualité qu'on verra dans les mêmes heures sur les deux écrans. On continuera à parler de ça parce que c'est important. Est-ce que j'ai réussi à... C'est très bien, c'est très bien. Mais je pense qu'il faudra plusieurs chroniques pour vraiment comprendre et puis on parlera des séries télévision. Oui, je suis encore plus perdu maintenant, moi. Parce qu'il y a aujourd'hui des formats israéliens qui sont très bien vendus à l'international. La force des productions fort. israéliennes, c'est incroyable. Ils vendent en France, ils vendent à des grandes chaînes comme TF1. En tout cas, merci beaucoup. Vous reviendrez pour nous expliquer la suite. Merci. Bien sûr. Merci Nive. Avec plaisir. Judith, mais vous avez joué dans une série israélienne. Mais oui, j'ai eu cet honneur. Donc vous êtes connue par tous les Israéliens qui vous reconnaissent. Oui, plein de Vous avez joué quand en hébreu? En hébreu, j'ai joué, oui, dans cette langue absolument la incroyable. Tsarfatit, c'est ça, la Tsarfatia? La Tsarfatia, ouais, j'ai joué la Tsarfatia de Natania, un petit peu énervante. Finalement, je suis la française un peu énervante de Tel Aviv, donc à peu de choses près, j'ai joué un peu à ce que je suis. Dans la série Zagouri Imperia, qui a été la série la plus vue de l'histoire de la télévision israélienne. Et qui s'est arrêté, qui va revenir, enfin ça aussi c'est compliqué. Il y a eu 2 saisons, on ne pense pas voir finalement le jour d'une 3e saison puisque l'acteur principal de la série est en examen pour harcèlement. Mise en examen pour harcèlement sexuel, c'est à la mode. Merci Judith, Maxime, vous avez rejoint, bonsoir. Alors, sujet très sérieux qui peut avoir des conséquences sur l'emploi de nombreux Français en Israël. La fin des options binaires en Israël, c'est donc un défi pour l'emploi. La sentence est tombée. 53 voix pour, 0 contre. Le Parlement israélien a décidé d'ordonner la fermeture du secteur très controversé des options binaires, un secteur sur lequel pèsent toujours des soupçons d'escroquerie. En gros, des particuliers attirés par la promesse d'argent facile finissent par se faire dépouiller de leur épargne. Ces entreprises options binaires ou de forex, comme on dit, ont toujours été un vivier de Olim, pas seulement français d'ailleurs, Maxime. Et aujourd'hui, la disparition programmée de ce secteur va provoquer du chômage. Oui, vous l'avez dit, du chômage parce que ces entreprises israéliennes de trading, elles emploient près de 10 000 personnes, principalement dans la région de Tel Aviv. Et vous l'avez dit, les gens qui composent ou qui travaillent le plus souvent dans ces entreprises, ce sont des Olim, des nouveaux immigrants dont on peut dire qu'ils ont fait le choix de la facilité, celui en tout cas de travailler de parler en français dans leur langue. Exactement, ça peut être le français, mais il y a aussi des anglophones, des hispanophones. Encore une fois, c'est un vivier de Olim, comme vous avez pu le dire. Choix d'une certaine facilité linguistique, choix aussi peut-être financier, celui de gagner un bon salaire avec évidemment des commissions à chaque deal, à chaque affaire conclue. Et quand vous arrivez de France, d'Angleterre, d'Italie, que vous avez renoncé à un certain confort, c'est plutôt alléchant de démarrer votre nouvelle vie en Israël avec des conditions qui sont assez proches pour certains de celles qu'ils ont pu connaître en Europe et le tout sans trop faire entre guillemets d'efforts, à savoir ne pas apprendre intensivement l'hébreu, ne pas forcément aller chercher à faire ces équivalences de diplômes et se lancer tout de suite dans le marché israélien. Ces procédés d'intégration, en quelque sorte, il est minoritaire ou c'est une vraie tendance chez les nouveaux immigrants? Écoutez, c'est vrai qu'avant les options binaires, il y avait le Forex. Avant le Forex, il y avait ces casinos en ligne. Avant les casinos en ligne, tous ces call centers qui permettaient par exemple à des gens de vendre de la publicité ou toutes sortes de services comme le placement de retraite de personnes âgées en maison de retraite. Toute cette industrie, elle constitue, vous l'avez dit,
une formidable machine, une véritable plaque tournante de l'emploi en Israël chez les Olim. Certains pourraient dire un passage obligé avant de se lancer dans l'aventure, sauf qu'on connaît ce problème ou ce phénomène. Beaucoup, encore une fois par confort, ne se lancent jamais véritablement dans le grand bain. Oui, et du coup, cette fermeture annoncée des entreprises d'options binaires, on le rappelle ici, à la fin de l'année 2017, c'est peut-être un mal pour un bien, puisque les Olim travaillant dans ce secteur vont du coup devoir jouer le jeu de l'intégration. Jouer le jeu de l'intégration ou alors se reconvertir dans le nouveau business en vogue. On parle depuis quelques mois, par exemple, des brokers de diamants. D'ailleurs, aussi, là aussi, il y a certaines dérives qui sont dénoncées. Cette industrie, entre guillemets, de l'argent facile, elle est très dynamique, elle se renouvelle en permanence. Il n'est pas dit que le secteur des options binaires dissuade totalement ceux que la presse, y compris la presse israélienne, baptise les loups de Tel Aviv, d'ailleurs des loups qu'on pourrait retrouver dans d'autres pays, à Chypre, en Ukraine ou à Malte, pour n'en citer que quelques-uns, où ces entreprises de trading sont toujours tolérées. Alors Maxime, les autorités, pourtant, les autorités israéliennes ont bien profité du système. Absolument, absolument, c'est presque étonnant, avec des profits allant de 5 à 10 milliards de dollars par an dans ce secteur. C'est ce que génèrent toujours d'ailleurs ces entreprises de trading. Et bien l'État, évidemment, en imposant des charges salariales, a aussi bénéficié de ce business qu'on peut qualifier à juste titre de contester, avec des pratiques parfois un peu à la limite de la légalité. Et il y a aussi des cas d'arnaque, évidemment. Et puis entre 2014 et 2016, on a appris même qu'une subvention gouvernementale décidée par le bureau du Premier ministre, dans le cadre des décisions hebdomadaires du gouvernement, a même octroyé donc la somme de 270 milliards à l'entreprise Spot Option. 270 000 dollars, non 270 000 dollars. 270 000 dollars à la société Spot Option, basée à Ramat Gan dans la banlieue de Tel Aviv. Une subvention d'ailleurs qui n'a jamais bizarrement été déclarée par le ministère israélien de l'économie. Merci Maxime. Une page de pub et on se retrouve avec nos chroniqueurs et plein d'infos. A tout de suite. Pharmavance, chaîne de pharmacie et parapharmacie française en Israël, vous présente Bienvenue chez vous. A plus, A plus, A plus, A plus. Publicité. Achat, vente, location, gestion immobilière. Depuis 10 ans, Sassimo s'occupe de vos biens. Alors contactez-nous. Sassimo, votre partenaire immobilier. A plus, A plus, A plus, A plus. Publicité. Pharmavance, chaîne de pharmacie et parapharmacie française en Israël, vous présente Bienvenue chez vous. De retour sur le plateau de Bienvenue chez vous. Nous sommes ici dans un cinéma, complexe Cinéma City. Alors on va parler cinéma avec vous, Raphaël Elbaz. Bonsoir. Exactement, bonsoir Stéphane. Et cinéma est du dernier film de super-héros qui va cartonner, La Ligue des Justiciers, qui sort aussi en français grâce à e-cinéma. Alors, avant d'en parler, je voudrais quand même qu'on voit la bande-annonce en français. Je prends ça pour un oui. Quoi? La bague. Le monde entier pleure toujours la mort de Superman. Les actes de violence, de guerre et de terrorisme se multiplient. J'ai fait un rêve. C'était la fin du monde. Une invasion.
crois qu'il y a autre chose. De plus sombre. On demande à des gens qu'on ne connaît pas de risquer leur vie. L'homme fort l'est encore plus seul. T'as déjà entendu ça? C'est pas ça le dicton. C'est le contraire de ce que dit le dicton. Divisé, on n'est pas assez fort. Le monde a besoin de Superman. Je lui ai fait une promesse. C'est pour ça que je vous ai réunis. La balade n'est pas finie. Toi, t'es un pote. Oh, trop fort. C'est votre pas de signal, c'est votre... Oh, je suis désolé. C'est votre signal qui dit qu'il faut y aller, là? Oui, t'as tout deviné. C'est trop cool. Alors l'histoire du film, c'est quoi? L'histoire du film, c'est compliqué. Très simple, ouais, c'est très compliqué. Ah oui. C'est simple d'un côté parce que c'est quand même le premier DC Comics qui regroupe tous ces super-héros. On a Batman, Wonder Woman, Flash, Aquaman, Superman, j'ai envie de dire. On ne sait pas encore. Ah, c'est la surprise. Bah oui, parce que dans le premier long métrage DC Comics qui était Batman vs Superman, Superman à la fin meurt. Oui, c'est vrai. À la fin du film. C'est vrai. Superman meurt à la fin du film. Donc. Et vous avez l'info déjà Évidemment, pas sûr évidemment, que... Stéphane. En fait, c'est comme Elvis, Michael Jackson et Tupac, il n'était pas mort. Exactement. Alors, il y a quelque chose qui va. Alors, je suis sûr que ça me semble important. C'est comprendre. Il y a deux écuries, c'est ça, dans les films de super-héros. On peut jamais les retrouver ensemble. Exactement. C'est qui, comme par exemple Coca et Pepsi. Et Pepsi, ouais. Et ça veut dire quoi? Alors, vous nous avez cité déjà les DC, c'est ça, les DC. Ouais, DC Comics. Ça, c'est ce que vous qui avez été racheté cité par Warner Bros. Superman, Batman. Exactement. Et de l'autre côté, il y a on a Marvel. On a l'univers Marvel. Spider-Man. On a Spider-Man, on a Iron Man, on a Captain America, on a Thor, aussi surtout Thor. Ce qui est très intéressant, c'est qu'actuellement, on assiste à une guerre du cinéma. C'est la guerre entre les super-héros Marvel et la guerre entre les super-héros des DC Comics, comme Batman, Superman. Faut faire très attention, Spider-Man n'a rien à voir avec Batman et Superman. C'est vraiment deux mondes complètement différent. Et on assiste vraiment à une guerre parce que Marvel fait déjà depuis un certain temps chaque film, 3, 4, 5, 6 films par super-héros. Ils en sont déjà à 4-5 films où les super-héros sont mélangés, entre le dernier Spider-Man Homecoming où on voit Iron Man à la fin, entre les Avengers où on a vraiment le regroupement de tous les super-héros Marvel. Et là, DC Comics, depuis maintenant, depuis quelques 3-4 ans à peu près, arrive avec ses super-héros, ses films à lui, Superman contre Batman, Wonder Woman, avec une image qui est complètement différente des images Marvel. Un film Marvel, c'est vraiment un méchant, un gentil, dès le début, bam 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 bam, et on a la surprise à la fin. Alors que DC Comics, c'est un système de cinématographie qui est beaucoup plus différent. C'est un film qui a beaucoup plus de noirceur quelquefois. Non, pas de noirceur, prend beaucoup plus de temps à démarrer, vraiment beaucoup plus de temps à démarrer pour vraiment comprendre. On établit bien les rôles avant, d'où il vient, alors que Marvel, généralement, on fait nos propres interprétations où on bâcle tout dès le début pour directement arriver à l'action. Ça veut dire que ça s'adresse à deux publics différents? Ça s'adresse à des âges différents. Une analyse du conflit syrien, quoi. C'est hyper complexe en fait votre histoire. C'est très compliqué, mais c'est très intéressant parce que ça touche le même public. Ça touche le même public et le même public critique et juge les deux mondes différents. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a les DC et on a les Marvel. Les gens qui aiment des Marvel n'aiment pas les DC Comics. C'est long, c'est ennuyant. C'est Paris-Marseille, quoi. Et les DC trouvent que Marvel manque d'histoire, manque de scénario. Et là, c'est la grande surprise parce que c'est vraiment le premier film DC qui réunit
tous ces super-héros dans un même film. Orgie de super-héros dans le même... On reste quand même dans le monde enfantin. Ah, pardon. Donc, je pense pas que prochainement, il puisse y avoir ce regroupement parce que Marvel appartient quand même à Disney. Et Disney n'est pas du tout du genre à se mélanger avec des studios concurrents. Ce que fait généralement Disney, c'est qu'ils achètent. Ils ont acheté Pixar, ils ont acheté DreamWorks, ils ont acheté Lucasfilm, ils achètent. Et après, ils en font un peu leur salade. Mais mélanger un film qui appartient à un studio Disney avec un film qui appartient à un autre studio concurrent, ça a pour l'instant été du jamais vu. Mais pourquoi pas? Ça peut être intéressant, c'est sûr que ça va cartonner. Moi, je suis sûr évidemment. qu'il y a quelque chose qui les... entre les Marvel et... Ils ont un point commun quand même. Ouais, ils n'existent pas. Non, déjà, c'est pas donc ça. voilà. C'est tous des juifs ashkénazes. C'est tous des juifs ashkénazes. Spider-Man, Superman, Et vous etc. parliez d'Aquaman, c'est qui? Moi, je connais pas Aquaman. Aquaman, C'est un nouveau. Depuis 2 heures, j'ai l'impression que les mecs sont en train de parler d'une bande de potes, mais que moi je connais pas. Tu vois, ils donnent des noms, je sais pas qui c'est. C'est vraiment un univers. Non, c'est un univers qui existe. Non, c'est quand même les bandes dessinées DC, c'est des bandes dessinées qui sont sorties il y a quand même très très longtemps. Et ce qui est intéressant, c'est que toutes les personnes qui ont aujourd'hui, on va dire 50 ans, 60 ans, qui ont grandi avec ces dessins animés, vont voir pour la première fois au cinéma leur personnage prendre vie sur l'écran géant. C'est franchement quelque chose de très intéressant. C'est très 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 intéressant. Donc beaucoup d'émotions. Je tiens à dire que ma préférée, ça reste Wonder Woman et Gal Gadot. On se demande pourquoi. Hein? Ah oui, vous l'avez cité, oui. Gal Gadot. C'était un très beau succès d'essai. Oui, pour l'art cinématographique, bien entendu, c'est de ça que vous parlez. C'est un très grand film, c'est un très grand film. Surtout avec une actrice, c'est un film comme très féministe, c'est une actrice qui représente quand même beaucoup de la force de la femme et qui se bat beaucoup pour Israël. Elle parle beaucoup d'Israël, c'est une vraie ambassadrice d'Israël. Partout où elle va aux États-Unis, n'importe ce qu'elle représente, Wonder Woman, c'est impressionnant. Vous avez noté que dans le film que vous avez vu, à un moment, elle dit dans ce film, nous, dans notre pays, elle parlait de son pays là-bas avec les sirènes, les Amazones. Dans notre pays, les généraux, ils sont en avant, pas en arrière. C'était une petite... j'ai trouvé ça très intéressant de la part de Gal Gadot. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci, et je vous conseille Raphaël vraiment Elbaz. d'aller voir ce film. On va aller le voir. Merci Raphaël Elbaz. Olivia, c'est à vous. On continue dans la culture avec un conseil pour cette semaine, une scène francophone israélienne qui a de beaux jours devant elle, notamment avec cette adaptation du Mendiant de Jérusalem d'Elie Wiesel, que j'aime beaucoup, mise en scène et jouée par Steve Kalfa. Un bel hommage à la ville sainte à l'occasion du 50e anniversaire de sa réunification, mais aussi à son auteur, un prix Nobel de la paix disparu il y a un an, Elie Wiesel. Alors Steve Kalfa revient, lui, avec cette nouvelle pièce adaptée de l'œuvre d'Elie Wiesel, Le Mendiant de Jérusalem, prix Médicis 1968. Et dans la pièce, eh bien, la guerre des 6 jours et la bataille de Jérusalem, évidemment, sont bien sûr au centre du récit. Le comédien et le metteur en scène souhaitent continuer à développer le théâtre juif. Et en attendant, ne manquez pas cette pièce de Steve Kalfa qui poursuit à travers les mots d'Elie Wiesel le récit de l'extraordinaire destinée du peuple juif. Le Mendiant de Jérusalem, c'est le 21 novembre au Théâtre Cannes de Jérusalem donc, et le 26 au Centre Suzanne Delal à Tel Aviv. Le 29 également, c'est au Centre communautaire Iriamim de Natania. C'est pas très loin. Il faut y aller, il faut y courir. C'est un travail formidable que Steve Kalfa propose avec une réelle intimité qu'il installe dans le théâtre où il nous tient en haleine pendant 1h30 voire plus. Et on ne décroche pas ni le regard ni l'oreille et c'est hyper émouvant. Je rappelle que Steve Kalfa est un des rares grands professionnels, acteurs professionnels ici en Israël francophone. Plus léger cette fois-ci, on va rire avec une pièce qui a cartonné en France et qui revient en Israël. Et oui, la pièce a été jouée cet été et vu le succès, eh bien, on la retrouve pour notre plus grand bonheur. Eh bien, c'est Il s'aime, une pièce de théâtre évidemment jouée en France, oui, par Michel Larocque et Pierre Palmade. C'était en 2016, des dialogues jubilatoires qui ont séduit plus d'1 million de spectateurs en France. Et ici, ce sont Sophie Rachel Attal et Éric Benisti qui interprètent ce spectacle avec brio. On va retrouver les querelles de chaque couple, dans lequel on s'y retrouve tous un peu, ou beaucoup peut-être. Alors, il y a des concerts inratables. Oui. Il ne faut pas les louper. L'ancien groupe Texat, oui, il sera là à Tel Aviv dans quelques jours. Au départ, dans les années 90, ils étaient 5. Oui. Oh là là. Alors, ils étaient 5 dans les années 90 et le boys band a vendu au moins 30 millions quand même de disques entre 91 et 96. Et après des séparations et des retrouvailles, eh bien, ils se retrouvent. Là, ils sont 3. Le groupe pop britannique jouera les plus grands succès du groupe, ainsi que des chansons de leur nouvel album.
Wonderland. Vous pouvez les retrouver au Menorah Midvashim Arena de Tel Aviv le 27 novembre. Et puis ceux qui aiment le rock, évidemment, le tombeur de ces dames, Bryan Adams, est en Israël pour 3 dates. 3 dates, les 4, 5 à Tel Aviv, le 6 à Jérusalem. 2 de ces concerts affichent déjà complets, donc ils ont rajouté une troisième date. Dans le cadre de sa tournée mondiale, eh bien, le rocker canadien va bien sûr ravir ses fans locaux et qui ne se souvient pas de ces énormes succès qui nous ont fait chanter, danser, parfois émouvoir. On les entend actuellement. Des succès comme I Do It For You, Run To You, Even, enfin il y en a plein d'autres. Le rocker entonnera ses chansons au stade Menorah Midvashim de Tel Aviv les 4, 5 et 6 décembre à Tel Aviv, donc, et le 6 à 4 et 5 à Tel Aviv et le 6 au Pays Arena de Jérusalem. Merci Olivia, c'était complet. Et puis encore une fois, vous avez démontré que ça bouge quand même niveau culture ici en Israël. Docteur Lara, vous souhaitiez nous parler des difficultés scolaires pour les jeunes Olim francophones. La langue, c'est vraiment le problème ? Oui, alors évidemment, il y a des évidences. La langue, c'est le problème majeur pour les enfants parce que c'est le média pour avoir accès aux apprentissages, pour avoir accès aussi aux relations amicales qui vont avoir cet effet boule de neige positif. C'est-à-dire que si on a accès aux relations amicales, on va apprendre encore plus, on va être en immersion et donc on va être plus heureux et apprendre mieux le langage et donc revenir aux apprentissages avec plus de facilité. Donc ça, c'est les évidences qu'on connaît assez bien. Alors les autres difficultés scolaires, c'est quoi ? Mais voilà, mais la langue est aussi un problème pour les parents. Alors pas uniquement dans le fait de les aider scolairement, ça aussi on est rapidement tous au courant, mais dans les interventions auprès des maîtresses, pour les affaires scolaires et aussi pour les petits problèmes entre amis. On a l'habitude en primaire, en maternelle, d'aller parler à la maîtresse, parler aux autres parents d'enfants avec lesquels nos enfants se chamaillent. Et là, ce qui m'est beaucoup rapporté en consultation, c'est que les parents se sentent finalement démunis pour aider dans la vie de tous les jours et dans les conflits de tous les jours leurs enfants. Et ça a un impact sur la scolarité parce que les enfants, du coup, peuvent être plus angoissés liés au conflit entre amis. Et donc, ça va impacter la scolarité parce qu'ils ne vont plus vouloir aller à l'école et ils vont rejeter l'école. Donc, il faut encourager les parents, même s'ils sont mal à l'aise, même si on a honte de notre hébreu, voire de notre anglais, eh bien, il faut quand même avoir le toupet des Israéliens et puis aller parler comme on l'aurait fait en France des problèmes que peuvent rencontrer sur le plan relationnel nos enfants. Et parce que quand tu dois écrire un mot pour tes gamins et que tu demandes à ton propre gamin d'écrire le mot à ta place, c'est un peu ça. Ou lire la facture, ça c'est très Il y a plusieurs difficultés comme ça qui ne sont pas évidentes. Par exemple, le rapport qu'ont les Israéliens à l'école est un rapport beaucoup plus léger. Au début, on trouve ça très sympathique, mais pour nos enfants, eh bien, on se rend compte que finalement, on est alarmé plus tard de la difficulté scolaire qu'ils rencontrent. Et par exemple, beaucoup de patients que je rencontre, eh bien, on a dit aux parents, tout va bien, il ne se passe rien de spécial, on ne les a jamais alarmés parce que tout est très sympathique et on ne note pas les enfants. Et puis au bout de 6 mois, 1 an, on convoque les parents et on leur dit, c'est une catastrophe, il ne s'en sort pas du tout, on va le mettre sous Ritaline, etc., etc. Donc le côté très cool du rapport scolaire des Israéliens donc à l'école, eh bien, il faut nous qu'on fasse particulièrement attention parce qu'on va nous prévenir plus tard de la difficulté des apprentissages de nos enfants. Olivia, il ne faut pas hésiter, je m'excuse, mais il ne faut pas hésiter à aider nos enfants, même dans notre langue, sur les apprentissages fondamentaux, c'est-à-dire les mathématiques, l'anglais. On peut le faire en français. Ok, ils ne vont pas forcément comprendre les mots après en hébreu, mais ils auront les acquis fondamentaux. Et ça, c'est très important qu'ils ne décrochent pas là-dessus. Et pour revenir sur la responsabilité des parents, c'est vrai que moi je trouve que les Israéliens sont très avenants et très ouverts et ne faut pas avoir peur justement d'aller vers les parents d'élèves israéliens, même avec un niveau de langue difficile. Il faut y aller. Après, très avenant ou très ouvert, je ne sais pas. Je pense qu'il y a autant de caractères que d'Israéliens, oui. Mais en tout cas, clairement, l'école... Ils sont compréhensifs. L'école, en tout cas, a quelque chose de très à l'écoute des enfants et veut vraiment s'adapter. Donc, je pense qu'il faut oser. Je crois que, voilà. Oui, Judith, bravo. Je vous replace votre oreillette, cher docteur. Merci. En même temps, quand j'étais en train de parler, je ne suis pas narcissique au point d'avoir besoin de m'écouter en même temps. Non, mais vous avez un petit truc qui était bizarre.
C'est pour le style. Une question, Maxime? No Vous avez des enfants? Mais effectivement, c'est un point de vue intéressant. Je n'en suis pas encore à ce stade puisque... C'est encore tôt. Voilà. Merci, docteur Lara. Avec plaisir. Maxime, c'est à vous. Un peu de politique israélienne. Il en faut un petit peu. Il en faut un peu, décrypter, parce que là, on va avoir besoin de vous. La politique franco-israélienne. Franco-israélienne, presque, c'est ça, avec vous, puisque vous allez nous parler de cette loi française, Roch Hatzarfati, ça s'appelle comme ça, qui met, en fait, qui met en émoi un peu la classe politique israélienne. Pourquoi? Racontez-moi. Alors c'est un texte, un projet de loi qui est actuellement présenté par le Likoud, le parti au pouvoir en Israël, et qui est directement inspiré de la législation française, à savoir qu'on souhaite reprendre cette loi en France qui veut que le président de la République, le chef de l'État en exercice, ne puisse être à aucun moment inquiété par la justice, mis en examen ou inculpé. Alors en Israël, le chef de l'État, ce n'est pas un président, mais le Premier ministre. Et le Premier ministre, en l'occurrence actuellement en Israël, c'est un certain Benyamin Netanyahou. Oui, évidemment, là c'est un peu gros, autant que Bibi Netanyahou et certains de ses proches sont un peu visés dans des affaires de corruption. Oui, vous l'avez dit, c'est un peu gros, ça ne nous a pas échappé, ça n'a pas non plus échappé à l'opposition israélienne qui voit une tentative désespérée de Benyamin Netanyahou d'échapper à ces déboires judiciaires. Alors, le Premier ministre israélien dit ne pas être intéressé par ce projet de loi. Il fait mine de jouer un petit peu l'innocent, mais on imagine mal que les députés du Likoud, ses proches en l'occurrence en plus, aient eu cette initiative sans avoir au préalable son accord. Ces mêmes députés qui d'ailleurs se défendent de vouloir protéger Benyamin Netanyahou. Ils disent que cette loi, elle s'appliquera au prochain Premier ministre en exercice, pas donc à Benyamin Netanyahou. Mais alors pour le coup, c'est maintenant l'opposition israélienne, la gauche, le centre, qui sont convaincus que Benyamin Netanyahou prépare un sale coup et qu'il va provoquer des élections anticipées pour être justement le prochain Premier ministre. Il y a des oppositions même à la droite, finalement, aussi. Oui, on peut citer Naftali Bennett, qui officiellement, le chef de file du parti Foyer Juif, qui est opposé à ce projet de loi. Il faut rappeler aussi que Naftali Bennett, qui est au sein du cabinet, miroite lui aussi le poste de Premier ministre. Il aimerait bien être le futur Benyamin Netanyahou. Puis on pourrait citer également le ministre des Finances, Moshe Kahlon, dont son parti, Kulanu, n'a pas véritablement tranché sur le sujet. On imagine mal, ceci dit, qu'ils soient en première ligne pour mener le combat contre Netanyahou. Kulanu, ça reste un parti assez proche du Likoud. Et puis enfin, on pourrait citer l'avis assez important du conseiller juridique de l'État, Avichai Mendelblit, qui lui aussi juge ce texte très inapproprié. Alors pourquoi le Likoud provoque une crise gouvernementale? Eh bien, c'est la question à $1 million, et elle vaut d'autant plus cher que si Benyamin Netanyahou est innocent, comme il le clame, pourquoi irait-il s'embourber et surtout se compromettre avec une loi lui octroyant l'immunité judiciaire? Il convient de rappeler à ce sujet qu'en France, cette loi sur l'immunité du chef de l'État n'a jamais fait l'unanimité, pardon pour le quasi-jeu de mots. Elle a souvent été présentée comme l'héritage d'une tradition monarchique archaïque, et surtout elle est présentée comme quelque chose d'absolument antidémocratique. Merci Maxime Pérez. Vous qui êtes là depuis peu, docteur Lara, vous vous intéressez à la politique? Vous trouvez ça compliqué? C'est la politique israélienne? Je m'y intéresse beaucoup depuis même la France, je m'y intéressais énormément. Je ne trouve pas que ce soit plus compliqué que la politique qu'on avait en France. Je trouve qu'il y a des éléments qui sont assez... qui unissent quand même le pays. C'est l'opposition aux dangers et aux ennemis qui entourent malheureusement Israël. Et ce que je trouve par contre assez douloureux pour un Olé Hadash, c'est de voir justement que dans ce pays où on a besoin d'unité face aux dangers, eh bien, on retrouve les mêmes clivages avec autant de violence, voire plus, entre les Israéliens et dans les partis politiques. Et c'est vrai que je suis assez saisi de la violence qu'il y a autour de Netanyahou. Alors peut-être qu'il est lié pour quelque chose, certainement, mais en tout cas, il est aussi victime d'attaques très très frontales. Et je pense, parce que
c'est présenté là vraiment comme quelque chose d'une arnaque gigantesque. Mais alors, c'est tellement gros qu'on peut même se demander si c'est vraiment son but. Parce que ce qu'on pourrait aussi penser, c'est qu'il défend l'idée de la stabilité d'un pouvoir dans une période trouble, pas par rapport aux intérêts intra-israéliens, mais par rapport aux intérêts géopolitiques. Et si on proposait aux politiques de faire du yoga, ça irait mieux, vous pensez ? Je ne suis pas sûr. Ou alors, si on leur proposait d'arrêter d'enfreindre la loi pour ne pas avoir à juger si on a le droit de les mettre en examen ou ne pas les mettre en examen, on pourrait tout simplement estimer qu'un homme a le droit de se comporter dans le respect de la loi avant son mandat, pendant son mandat et même après son mandat. Alors, on n'aurait pas d'homme politique. Parce que pour être un homme politique, pour endosser une telle responsabilité, il faut un psychisme particulier. On n'est pas dans un monde de bisounours. Et pour pouvoir avoir la capacité de trancher des choses aussi graves que doit faire le Premier ministre israélien, eh ben, il ne faut pas un psychisme de névrosé gentillet. Il faut être capable de faire des choses qui sont parfois violentes. Et ça va avec des capacités à jouer avec, à négocier avec la morale parfois. Olivia, une petite surprise dans cette émission. Quelqu'un est en ligne avec nous, et pas n'importe qui, il a été Moïse, il est une voix extraordinaire, c'est un artiste aux mélodies qu'on garde dans la tête des années, comme celle-ci pour moi. Mais que soit né dans une île sauvage, la France est au bout de son voyage. Les gens d'ici ont de vieux réflexes. Voilà, ça c'est ma musique préférée, ça date, je veux bien l'avouer. Bonsoir Daniel Lévy. Bonsoir, bonsoir à tous. Merci du privilège que vous nous faites d'être avec nous ce soir. Daniel Lévy, c'est le titre de votre nouvel album, Daniel Lévy. Vous l'appelez simplement Daniel Lévy parce que c'est votre album le plus personnel ? Oh, il y a de ça, oui, et puis parce que c'est mon nom, et puis parce qu'il y a une espèce après ce 5e album, une espèce de vérité dans les sujets abordés, quelque chose qui soit très, très proche de moi, effectivement. On est loin un peu de ce que vous écriviez avant, ce que j'ai mis juste avant cette interview, Elle les soleils. Ah, mais vous savez, la réalité de la vie n'empêche pas d'y voir un formidable espoir dans le fait même déjà, enfin le remerciement d'être en vie, comme je le dis dans une des chansons. Il y a beaucoup d'espoir dans cette chanson, dans cet album, beaucoup d'envie d'aller vers l'avant, mais on parle des choses avec toute transparence, on va dire. Et avec l'outil de l'art qui nous permet d'y mettre, je l'espère, un peu de beauté et de sensibilité dans les mots et dans les notes. Vous avez mis quelques années avant de revenir avec cet album. Pourquoi autant de temps ? J'ai pas toutes les réponses, mais en tout cas, ça prend du temps de faire les choses bien. Quelquefois, il y a des embûches, et puis il y a la vie, encore une fois, qui prend des fois le dessus, le tourbillon de la vie. Et puis, quelquefois, ça arrive comme une évidence, comme quelque chose d'incontournable. Et puis, ça existe, voilà. L'album a une coloration un peu très jazz. C'est un retour aux sources, une envie de s'éloigner des standards de la variété française. Oui, moi je viens de la soul music, du classique, et puis le jazz, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. C'est une expression où on peut faire passer aussi encore pas mal de choses. C'est ce que j'ai voulu faire. Je me suis entouré de formidables musiciens, et puis oui, je retourne à mes premières amours. Est-ce que justement vous ne regrettez pas, Daniel Lévy, d'avoir écarté un peu cette variété dans cette carrière qui aurait pu finalement prendre un autre chemin ? Si je le regrette ? Oui. Oui, on a toujours des regrets. Enfin, on a toujours, il ne faut pas avoir peur des regrets. Le regret de pas pouvoir peut-être être dans un circuit où les tournées s'enchaînent. Mais à part ça, le choix que j'ai fait artistiquement, je ne le regrette pas du tout. Non. Alors sur scène, durant votre tournée, vous serez accompagné de nombreuses guests. Pouvez-vous nous en dire plus ?
On aura le privilège d'avoir le Gypsy King, les vrais Gypsy King, avec la voix des tubes qu'on connaît, à savoir Nicolas Reyes et Tonino Pillardo. Et c'est un grand privilège. Ouais, il y aura un moment très festif avec eux. Mais de toute façon, dans le cadre des concerts, je fais un voyage avec mes chansons. Vous parliez de Aller Soleil. On passe par Aller Soleil, par des chansons comme ça où ça bouge. Alors on est vraiment très heureux de vous entendre ici. Vous savez que vous avez un public nombreux ici, francophone en Israël, très fidèle, qui nous regarde ce soir. Une des chansons que j'aime de l'album particulièrement, c'est « Sur ma route ». Pour l'instant, votre route vous mène dans les villes de France. Est-ce que cette route va vous emmener à Jérusalem bientôt? Alors ça, c'est un sujet, un vœu pieux, on va dire. Effectivement, venir chanter en Israël ces nouvelles chansons serait un grand privilège et un grand bonheur. C'est plus ou moins prévu pour du côté de l'été prochain et je pense que d'ici là, on fera en sorte que ça se sache de façon... Comptez sur nous. De façon ça sera conséquente. Qu'est-ce qui vous, un dernier mot peut-être sur Israël que vous connaissez bien, qu'est-ce qui vous manque le plus ici en Israël? D'y être. Mais à part ça, ouais. Oui, on est encore dans notre galoute, on va dire. Mais on arrive bientôt avec, j'espère, la possibilité de pouvoir travailler avec des musiciens ici qui sont de plus en plus renommés et influents. Merci beaucoup d'être passé par Bienvenue chez vous. Merci Daniel Lévy. Au revoir. Merci à vous tous, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Et je vous propose à tous de voir un extrait du clip « Un jour se lève » tiré du dernier album de Daniel Lévy. On l'écoute. Tu es venu comme un printemps, comme la caresse que l'on attend, le visage rempli de lumière, un lendemain celui qu'on espère. Rien ne reste de ces ombres, ces nuits d'errance et ces matins si sombres. Loin de nos peurs, on pourra écouter les cœurs. Un jour se lève à chacun de nos pas, à chacun de nos rêves, à tout ce que l'on voit. Un jour se lève à chaque instant de vie, et cette heure qui s'achève nous offre un horizon vers l'infini. On va continuer de parler de musique avec Nivadi. Bien sûr. Bonsoir. Bonsoir. Vous nous faites découvrir les jeunes et les moins jeunes, artistes israéliens qu'on connaît très bien, ou pas. Et c'est dommage d'avoir des lacunes, Dr Lara, mais moi aussi, je vous l'avoue. Donc ce soir, vous allez nous parler d'une chanteuse, en tout cas d'un groupe, qui s'appelle Jane Bordeaux. Ce n'est pas le nom de quelqu'un, c'est Jane Bordeaux, mais qui est très connue dans la jeunesse israélienne, je crois, mais pas autour de cette table, on l'avoue. Non, c'est vrai. Ouais, C'est dommage, mais il y a aujourd'hui beaucoup de groupes israéliens. C'est vraiment en essor, c'est très très chouette. Il y a beaucoup d'écoles de musique, donc ces groupes-là, ils se sont connus à Rimon, l'école de musique. C'est un groupe en fait de country, folk, musique israélienne, donc inspiré par la musique country américaine. En 2013, ils ont commencé. En 2015, c'était déjà les chansons les plus connues à la radio ici. Ce qui est chouette aussi, ils ont été financés par le Head Start. Donc, c'est ce site où chacun peut mettre un peu d'argent pour financer, aider ces petits jeunes. Donc, pas d'agence, pas de grandes compagnies, etc., les majors. Donc, et ça, c'est très chouette de réussir comme ça, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de concerts et en plus de la musique qui est vraiment très très bien construite pour réussir à l'étranger. Vous voulez qu'on l'écoute? Bien sûr. Allez, on l'écoute. כמו דייג עקשן עם רשת עשויה חורים בסירת עץ קטנה מיטלטלת במים סוערים
לא ויתרת, לא אמרת נואש, והלב שלי חזר לפעום מחדש. Ah bah j'aime bien, vous voyez, j'aime bien. Disque d'or. Disque d'or, bah oui. Et en Israël, c'est pas facile avec tous les groupes qui existent aujourd'hui. Et en plus, je pense qu'on peut regarder ça comme on connaît tous Mike Brandt et les chanteurs qui ont réussi en France. Ici, on les regarde avec beaucoup de respect. Alors aujourd'hui, c'est vraiment la nouvelle vague. Asaf Avidan, on a connu Achinoam, Nini Noah, Kerenan, Rivko et Titi Tata. On a aussi des nouveaux comme Lola Marsh. Si vous regardez le site de Lola Marsh, ce groupe israélien ou Jane Bordeaux, vous allez voir presque tous les jours des concerts à l'étranger, en Allemagne, en France, en Hollande, aux Pays-Bas, en Suisse. Et ça, c'est super. C'est très, très intéressant. C'est beau quand ils deviennent vraiment, ils font partie de la musique internationale. La culture israélienne s'exporte bien. Et elle est légère, elle est débarrassée, je dirais, d'une responsabilité de faire un truc national, important, sérieux, lourd, etc. Simple, un peu c'est de la musique, comme ça, c'est de la vraie musique. C'est de la vraie musique. Merci Nivadi. Avec plaisir. Merci d'avoir fait encore découvrir un artiste et des artistes israéliens. Un petit dernier mot, Olivia, sur un bon plan ? Oui. C'est le coup d'envoi de la 3e édition du Festival de comédie française Oh là là. Ça démarre jeudi sur la toile israélienne. C'est un peu partout dans le pays, dans les cinémathèques de Tel Aviv, Jérusalem, à Rosh Pina, aussi sur l'ensemble du réseau Yes Planet. L'ouverture de cette 3e édition, c'est avec Le Sens de la Fête, évidemment, le nouvel opus du duo Toledano-Nakash, que l'on attend évidemment avec impatience. Au total, 18 films, des moments de rire, de légèreté. Et puis plus récent, il y a une génération aussi aussi talentueuse, le film d'Édouard Baer, Ouvert la nuit, au programme des clins d'œil sur nos propres histoires de famille, d'amour et d'amitié. Donc le festival de comédie, je rappelle, du 16 novembre au 5 décembre. Pour les passionnés d'art aussi, bien, je vous propose pour faire finir une exposition qui se tient à Tel Aviv, pas n'importe laquelle, c'est l'expo de Marc Chagall. La galerie Altmans International célèbre les 130 ans de la naissance de ce géant de l'art moderne qu'on connaît tous. Une expo intitulée Ma vie. On peut y découvrir des lithographies noires et blanches, colorées, rares. Certaines n'ont jamais d'ailleurs été exposées en Israël auparavant. C'est ouvert au public du 10 novembre au 1er décembre. Allez-y. Merci Olivia. Voilà, c'est la fin de cette émission déjà. Merci de votre fidélité. Merci à tous nos chroniqueurs, à la technique, à mes partenaires David Sidbon, Johan Guetta qui a réalisé l'émission. Merci à Liron Chemouni, de Anatel. Merci à vous. À très bientôt sur A+. Pharmavance, chaîne de pharmacie et parapharmacie française en Israël, vous a présenté Bienvenue chez vous. A plus, A plus, A plus, A plus.